on la voit. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Bonjour. La présentation étant faite, je ne vais pas revenir là-dessus, sinon pour dire que Laura est psychanalyste et travaille dans le nord de l'Italie, entre Milan et Vérone. Vous comprenez pourquoi, en habitant Vérone, elle peut écrire des livres sur la passion, parce que c'est quand même la ville de Roméo et Juliette, non ? C'est ça ? Voilà. Donc, elle est effectivement, comme ça a été dit, à la fois maître de chant, mais aussi en même temps psychanalyste dans ces deux villes. Et elle a la qualité, si vous voulez, d'écrire, de très bien écrire et d'avoir une culture psychanalytique très, très construite et très élaborée. Donc je n'en dirai pas plus, je voudrais simplement dire, le livre en Italie vient d'être réédité. Et à cette occasion, on a demandé à Laura d'écrire une postface. Elle me l'a envoyé, donc j'ai trouvé que c'était assez marrant. Je voudrais vous en lire simplement les 10 premières lignes, et après, il faudra que Laura travaille un peu, parce qu'elle est ici pour ça. Bon. Donc, sa postface a pour titre « Comment se faire de nouveaux amis en écrivant un livre urticant ?» Donc, je vous lis les 10 premières lignes. « Ce livre que vous venez de lire ne vous aura certainement pas laissé indifférent, et il peut se faire, lors de certains passages, qu'il vous ait même déconcerté. La première réaction publique suite à sa parution, avant même la presse, fut celle du libraire de la librairie Marco Polo de Venise, qui le qualifia d'urticant et m'invita à le présenter. C'était un adjectif intéressant et rarement utilisé. Un bon début, pensais-je. Être dérangeante est quelque chose qui, avouerai-je, m'appartient. Demeurer une voix en dehors du cœur n'est pas sans rapport avec le fait d'avoir moi-même créé un groupe qu'elle appelle le non-cœur. Ne pas demeurer toujours dans la chorale, c'est exercer une fonction critique par rapport aux impératifs conventionnels. Penser est peut-être une des dernières formes de résistance, et penser, c'est penser de façon critique. La psychanalyse est un instrument critique très utile, mais ce livre, Mon enfant m'adore, est aussi un livre politique et non pas un ouvrage strictement psychanalytique. Ou mieux, on peut dire qu'il est psychanalytique dans son sens le plus accompli, dans la mesure où l'inconscient est social, comme Lacan a pu le dire. Et il n'est surtout pas non plus un ouvrage pédagogique sur la maman et son bébé, car j'ai cherché à mettre en perspective le sens que peut avoir d'être marqué par une parentalité plus maternelle, non seulement en ce qui concerne le destin individuel, mais aussi l'édification d'une société future. C'est cela qui fait véritablement scandale dans ce livre, encore plus que la condamnation du partage du lit entre mère et enfant. C'est la dimension politique de la connivence entre le plus maternel et le capitalisme qui en est véritablement le cœur. Voilà le programme. À toi. Alors, bonjour à tous. Je m'excuse parce que vous devrez supporter mon accent pendant toute la journée et mes fautes en français. Je suis vraiment heureuse d'être ici et je remercie les organisations, beaucoup, je veux, qui m'ont invitée. Je remercie naturellement Patrick qui a traduit ce livre et je dois dire que c'est la première fois que dans une traduction, je me sens vraiment comprise.
Et c'est pas quelque chose qui... Ce n'est pas une chose très normale, parce que des autres livres on a été traduits, des autres livres à moi ont été traduits à l'étranger, en France aussi. J'ai un livre de Albin Michel, mais dans cette traduction-là, j'ai dû intervenir personnellement plusieurs fois parce que, bon, c'était une bonne traduction, mais quand on parle des choses très subtiles, comme dans ce cas-là, la traduction doit être excellente. Autrement, le risque est de appauvrir le contenu et passer un message qui n'est pas précis. Donc, vraiment, je remercie Patrick parce que Patrick a une oreille très fine, et je le dis comme chanteuse et maître de chant. Il a je chante? Non. Tu as déjà chanté. On a chanté ensemble ici. Hein? C'est un ouvrage à deux voix. Hein? On a chanté ensemble. Et donc, c'est vraiment un privilège d'avoir quelqu'un qui peut te lire comme ça et qui te traduit précisément et même au-delà de ton imagination. Hein? En plus, la traduction, comme on dit souvent parmi les théoriciens de la traduction, c'est toujours une trahison. On commence avec les fautes, hein? Je vous ai averti. C'est toujours une trahison, mais il faut trahir. Il faut trahir pour pouvoir s'exprimer. Et c'est un principe sur lequel je vous entraînerai aujourd'hui aussi. Dolto disait, pour vivre, un enfant a besoin de trahir sa famille. Donc, traduire comme trahir, c'est pouvoir faire émerger la voix du traducteur liée, mais aussi séparée, c'est un autre mot-clé de notre journée de travail, avec l'auteur. Hein? On est comme deux auteurs. Hein? Parce que dans chaque ligne qu'un traducteur traduit, l'auteur, s'il connaît un peu la langue naturellement, comprend qu'est-ce qu'il pense de ce concept-là. On peut arriver à dire oui, il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Oui, c'est très subtil, mais on peut dire. Et bon, et alors je pense que le chœur formé par nous deux, c'est un chœur qui, même si est harmonique, on peut distinguer les voix. Pourquoi j'ai fondé un non-chœur? Parce que je n'avais marre comme maître de chant de voir des chœurs où les voix individuelles ne se distinguaient pas. Hein? C'est-à-dire que certains maîtres de chœur cherchent la voix du chœur en n'imaginant pas que la voix du chœur, c'est l'ensemble des voix individuelles. Alors, beaucoup de maîtres de chœur, en Italie aussi, qui est la patrie du son, de la chanson, de l'opéra, des choses comme ça, il y a des maîtres de chant, de chœur qui ne tiennent pas compte de l'individualité de la voix et ne fait pas travailler assez pour rendre chaque singulière voix une voix à soi. C'est très important d'avoir un chœur dans lequel tu peux entendre
les timbres de chacun. C'est très important. Alors ici, vous trouvez deux timbres. De timbrer? De timbrer. Qu'est-ce que c'est timbrer? Qu'est-ce que c'est Timbrer, ça veut dire... Ah bon, de timbrer aussi. Ok. Alors on commence. Je me rattache à ce que Patrick vient de dire sur la question de plus maternelle comme une question sociale aussi. Parce que je pense que nous sommes dans une époque qui exprime une vision de la maternité qui est une vision très lourde pour une femme. Parce que c'est une vision qui soutient seulement la mère et pas la femme. Comme si, une fois devenue mère, les femmes doivent oublier d'être femmes. Alors je pense que cela, c'est une opération très dangereuse pour les femmes, naturellement, très dangereuse pour les enfants, très dangereuse pour les pères, très dangereuse pour l'humanité future. Parce que l'humanité future, ce sont les enfants, et les enfants élevés dans le plus maternel, ce sont des enfants qui ne connaissent pas l'indépendance, ne connaissent pas le désir, ne connaissent pas la joie des liens sociaux, et ne connaissent pas la beauté, par exemple, d'un horizon du monde. Le monde est perçu seulement comme dangereux, seulement comme en péril. Tandis que nous vivons dans une des sociétés de l'humanité la plus sûre. Mais jamais comme aujourd'hui, on entend des voix constantes qui nous répètent que nous sommes en danger. Oui, nous sommes en danger dans le sens écolo, mais la société, c'est une société où le crime est moins que des autres époques. Donc, on peut pas. Tout se déroule comme si le discours social nous suggérait que on peut avoir une société parfaite, comme si on pourrait avoir une mère parfaite, ou un père parfait, ou l'enfant parfait, non? Donc, la perfection, il ne faut pas oublier que c'est emparenté avec la mort. Je vous donne un exemple dans le chant. Je profite de savoir qu'il y a des gens qui ont travaillé sur la voix dans la salle pour donner des exemples qui ne sont pas strictement psychanalytiques, mais qui peuvent être une métaphore appliquée même à l'humain. Alors, quand je dis la perfection, c'est emparenté à la mort, je vous donne cet exemple-là, qui vient de mon livre, dans le livre à moi qui s'appelle À voix nue, qui l'a traduit, mais il n'est pas encore en commerce. Et donc, dans ce livre-là, je racontais comme une chanteuse très fameuse italienne, mais qui habitait à New York, qui s'était formée à New York et qui revenait à Milan. À Milan, il y a un lieu qui s'appelle le Blue Note. C'est le même qu'il y a à New York. Ce sont où on passe vraiment des artistes extraordinaires qui peut entendre seulement en Amérique. Alors, cette chanteuse était là à Milan, la salle était pleine de musiciens, plein de chanteuses, plein. Elle était
impeccable, vraiment impeccable. Tout, en l'écoutant, tu pourrais suivre comme la partiture, la partition. Hein, tu voyais les notes précises, hein, précises, comme un instrument. Mais la voix, c'est pas tempéré. C'est-à-dire la voix, c'est pas comme un piano. Entre une note et l'autre, dans un piano, vous avez 30 Hertz. La voix, dans cet décalage, a beaucoup de nuances. Et même quand nous avions un chanteur qui est dans le ton, qui est dans le ton, le timbre fait entendre quelque chose d'un arrière-plan qui peut-être n'est pas si précis. Alors là, exactement là, dans le bruit, c'est la vitalité, la qualité d'une voix. Hein, être entre les tons précisément et ne l'être pas. Et avoir deux bruits qui perturbent la voix. Alors, qu'est-ce que c'est arrivé dans cette salle? Tout le monde était sidéré. Tout le monde était froid parce qu'il n'y avait pas d'interprétation. Le bout de la chanteuse, c'était être précise comme un instrument, tout en trahissant la voix, mais pas en la trahissant comme on disait avant, mais en trahissant vraiment l'esprit de la voix, qui c'est l'humain, que c'est le timbre, que c'est l'inconscient, parce que la voix est parcourue par l'inconscient. Donc l'inconscient, là, c'était complètement effacé pour avoir une performance parfaite. La salle, tout en appréciant ce type de chant, on l'appréciait ici, mais on ne sentait rien ici, rien. Et en effet, quand on a applaudi, on a senti que quelque chose ne marchait pas. C'est-à-dire que l'applaudissement, c'était pas chaleureux. Parce que dans cette performance-là, même si on entendait, on était tous musiciens. Je connais tout dans la salle, c'était tous des musiciens. Même si on cueillit la perfection mais il n'y avait pas de chaleur. Alors, la mère parfaite, c'est un idéal que personne ne rejoint pas, et qui pense de le rejoindre est une mère un peu sidérée et un peu sidérant par rapport à ses enfants. Donc, oui. Alors, ce que j'ai imaginé quand j'ai envie d'écrire ce livre, j'étais poussée à écrire ce livre, c'est que je commençais à entendre sur le divan des choses vraiment étranges, surtout par la bouche des femmes. C'est-à-dire, j'ai commencé à entendre des jeunes femmes, des enfants qui avaient très désiré le travail qu'ils faisaient, qu'il avait très souffert pour atteindre ce travail, et que du coup, à la naissance de petit Jésus, elle décidait de rester à la maison. Naturellement, dans un cœur où il n'y avait pas de dissonance, qui lui disait bravo. Parce que tu dois t'occuper de ton enfant, tu as un enfant, tu dois bien t'occuper de lui. Tout en oubliant que la fonction maternelle, s'occuper d'un enfant,
c'est pas être toujours collé à lui. Hein. Être un enfant, élever un enfant, c'est réussir à fonctionner comme la respiration, encore une métaphore du chant. La respiration a deux phases. Hein. Je prends l'air et je laisse. Hein. Alors, je prends et je laisse. La partie du laisser l'air, c'est la partie où on fait de l'art. La partie où la mère laisse l'enfant, c'est le moment où l'enfant peut créer. C'est le moment où l'enfant se tient compagnie avec sa voix. Sa voix qui est la première forme d'expression autonome, individualisée d'un enfant. Et quand l'enfant joue des glossolalie, par exemple, il invente la langue qu'il va parler, mais il commence par la chanter avec des syllabes inventées. Alors, et quand l'enfant commence à faire ce jeu de vocal, quand sa bouche, par exemple, n'est pas pleine de lait, donc quand il n'est pas en train de prendre sa tétine, hein? Mais je ne sais pas ce que se passe en France. En Italie, les obstétriciens incitent continuellement et avec force que les mères doivent allaiter toujours, sans cesse, pour des années. Quelqu'un m'a raconté, une jeune mère critique, m'a raconté que sa puéricultrice, la puéricultrice de l'hôpital, lui avait dit, écoutez, quand vous voyez que votre enfant commence à mouvoir les mains, avant qu'il puisse crier, voilà, donnez-lui du lait. Donc, c'est comme couper la voix. Vous savez, parce que beaucoup d'entre vous se coupent de périnatalité, donc vous savez comment certains moments du début de la vie se sont décisifs. Ce sont vraiment, ils font une marque. Et quelquefois, nous les psychanalystes, quand on reçoit des patients, on reçoit des souvenirs même de naissance. Oui, peut-être si on peut imaginaire, mais ils font marquage aussi, même si c'est un peu imaginaire. Non? Les deux jumeaux qui me racontent, par exemple, bon, je suis née avant elle et on m'a mis à part sur une table là, hein, pour s'occuper de ma soeur. Non? Peut-être c'est pas vrai, mais elle a été élevée dans cette imagination. Donc cela, ça a marqué son inconscient. Donc il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à la naissance, on ne se souvient pas, parce qu'on commence à se souvenir quand le langage commence à organiser la mémoire, mais il y a des choses qui sont peut-être les plus importantes qui font marquage dans l'inconscient. Et peut-être qu'ils vont constituer la partie de l'ess, la partie du sang, excusez-moi, de ça, la partie plus intime, plus insaisissable, mais la partie, par exemple, où s'entendent dans la voix, dans les relations passionnantes, dans les choix, quand on ne sait pas pourquoi on fait comme ça. Donc, c'est une partie qui n'est pas inactive. Et c'est pour ça que ces moments-là, ce sont si fondamentaux. Et il faut faire attention. Il faut faire attention au début à laisser l'enfant à soutenir
tous les mots d'indépendance de l'enfant, même dès qu'il est né. Parce que le désir d'autonomie commence très précocement, des mois. À 6 mois, il y a déjà un premier détachement très précis de la mère. Et cela, nous le voyons par exemple dans le cas que sûrement vous connaissez, le cas d'Esther, qui est un cas de Winnicott. Si vous ne le connaissez pas, allez le lire parce que c'est vraiment illuminant. Alors, la mère d'Esther, qui avait fait une phase symbiotique bien, à 6 mois, le nourrisson commence à regarder dans les alentours et commence à se porter différemment. La mère, on entend ça, hein, le sang aussi. Et donc la mère d'Esther, qui ne pouvait pas accepter cette manifestation de séparation, ne pouvant pas se séparer de la fille d'Esther, nous dit Winnicott, elle l'a jetée dans le canal. Naturellement, la mère avant de faire ce geste dramatique, s'est assurée que sur la rive, il y avait une flic qui, naturellement, il s'est jeté pour sauver l'enfant. Le flic l'a sauvée de l'eau, naturellement, mais il n'a pas pu la sauver de la psychose. Donc, quand Winnicott rencontre Esther, elle est une infante psychotique. Alors, je pense que beaucoup de gestes d'infanticide, il y en a beaucoup sont cachés comme des accidents. Il y en a beaucoup qui sont cachés comme des accidents. Je me rappelle une femme qui disait à son mari, quand elle a aperçu à peu près à cet âge, de quelques mois, que l'enfant était handicapé, il avait un problème. Elle a dit à son mari, écoute, on le jette par la fenêtre et on dit que c'est un accident. Naturellement, le père s'est opposé et après, la question s'est posée par d'autres voies, parce que ce n'est pas résolu comme ça, mais en tout cas. Donc, beaucoup d'enfanticides, comme nous le dit le mythe, Médée a tué. Médée a tué ses enfants parce qu'elle ne pouvait pas penser qu'ils pouvaient survivre sans elle. Elle pensait que dans la maison de Jason, dans la nouvelle maison de Jason et Creuse, ses enfants seront maltraités. Et alors, pour les sauver de la maltraitance du père et de la belle-mère, elle a tué la belle-mère, comme vous savez, avec le cadeau du voile empoisonné. Elle a tué la belle-mère, elle a tué ses enfants. Et beaucoup d'enfanticides ont cette raison-là. La mère ne peut pas penser ne peut pas se séparer parce qu'elle ne pense pas que le nourrisson ou ses enfants peuvent survivre. Peuvent survivre dans une autre vie, sans elle. Peuvent survivre avec le père, avec des autres parents aussi. Non? Il y a des mères qui ne confient pas ses enfants, même à sa propre mère,
parce que elles sont jalouses des liens qui vont s'établir avec les grands-mères, les grands-parents. Hein. Et on peut parce que, ou bien il y a quelqu'un qui change continuellement la babysitter. Hein, parce que les enfants, quand l'enfant va s'est lié un peu plus étroitement avec la babysitter, elle va la changer. Parce que elles sont convaincues que l'enfant c'est bien vraiment seulement avec elle. Parce que personne comme elle le peut comprendre. Et comme ça, on va instaurer une dépendance mortelle. Parce que la mère, qu'est-ce que fait comme ça? Elle transmet, parce que la mère, c'est pas seulement le corps, hein, c'est pas seulement la chose. Hein, la mère fait transmission à travers le corps, mais fait transmission. Qu'est-ce que transmet comme ça la mère? Qu'on doit méfier de tout. Qu'on doit méfier, que la seule confiance qu'il faut avoir, c'est sur la mère. Et alors, par exemple, on a beaucoup des adolescentes que ne se confient qu'avec la mère. Et la valeur des liens entre adolescentes s'est baissée énormément dans ces temps-là de plus maternel. Parce que la mère doit être la seule référence. La mère, les parents, hein, parce qu'il y a des pères aussi qui sont plus maternels. Il y a la couple plus maternelle. Hein. Il y a la couple qui veut seulement jouir des enfants. On faisait semblant de lui donner un amour énorme, qui est un amour en excès. Et tous les excès, vous le savez, sont problématiques. Nous ne sommes pas faits pour pouvoir gérer les excès. Hein? Nous effondrions dans les excès. Les excès, ce n'est pas pour l'humain. Les Grèces le savaient très bien, hein? Quand ils parlaient de mesures, par exemple, des choses comme ça. Donc, alors, qu'est-ce qui arrive dans les adolescents? Aujourd'hui, c'est fille seulement de la mère. Donc, se méfie des copines. Donc, le lien social des gens se baisse. Alors, vous avez toute une série de films, par exemple, je parle des films qu'on a en Italie, ou par exemple, Une mère pour amie, ou des autres films où se voit comme tout se déroule dans les amitiés féminines des gens, ça va pas très bien, des choses comme ça. Et donc, on a l'impression que dans les familles contemporaines qui sont touchées par ce plus maternel, il y a une régression ou la transmission, une régression parce que la transmission, c'est pas pour préparer au monde, mais c'est pour préparer quelqu'un à la dépendance. Hein? Alors, c'est une barbarie parce que la famille se claustrophilise, hein? Donc, c'est renserre en elle-même, on fait tous ensemble. On fait ensemble les vacances, on fait ensemble le travail, on fait ensemble les loisirs, on s'amuse tous ensemble. Et s'il n'est pas tous ensemble, on ne s'amuse pas. Il y a des mères qui disent non mais je viens avec mon enfant parce que comme ça, non mais je vais avec mon enfant parce que vous savez madame, je ne m'amuse pas sans lui. Hein. Si je vais à la fête d'une amie, je le porte avec moi parce que avec lui je me sens bien. Hein. C'est pas seulement parce qu'elle est préoccupée de ne pas de le laisser à quelqu'un d'autre, mais c'est parce qu'elles se sont renforcées en confrontation avec les autres. Hein.
et surtout avec les autres femmes. Hein? Je suis mère. Hein? Souvent, la choix d'être mère arrive parce qu'il y a une faiblesse dans le défi d'être femme. Être femme, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de plurivoque et c'est quelque chose qui n'est pas soutenu pour le discours social. Au contraire, être mère, c'est plus univoque et c'est soutenu par le discours social, c'est reconnaissé. Je suis reconnaissée comme mère. Reconnue comme mère. Donc, c'est en voie plus rapide pour avoir une reconnaissance, être mère. Et beaucoup de désirs d'enfant, on parlait hier de désirs d'enfant. Désir d'enfant, pour nous psychanalystes, c'est quelque chose d'un peu étrange parce que nous savons comment est difficile repérer un désir dans une vie. Donc le désir d'enfant ne se place pas là comme ça. Hein? C'était une tradition, c'était quelque chose qu'on fait, mais parler du désir d'enfant, c'est vraiment, on peut charger les choses. Hein? Souvent, on fait des enfants un peu par hasard. On fait des enfants un peu parce que, bon, on fait des enfants. Non? On fait ce qu'il faut. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Mais si tu commences à parler le désir d'enfant, tu dois commencer à programmer quand. Alors, la programmation de l'enfant, qu'est-ce qu'il y a à faire, la programmation de l'enfant avec le désir? Hein? Le désir, c'est quelque chose qui te surprend aussi. Mais les femmes qui parlent de désir d'enfant ne sont pas surprises. Elles sont plutôt des calculatrices qui programment quand réaliser le désir. Hein? Oui, c'est vrai que la société est compliquée, le travail, mais c'est pas plus compliqué qu'ailleurs, qu'autrefois, que dans d'autres époques passées. Non, c'est pas plus compliqué. Donc, ce que je veux dire, c'est que les mères aujourd'hui sont seules et sont victimes d'une société qui veut les femmes toutes mères et qui veut les femmes dans cet coin sacrificiel, un coin sacrificiel que quelqu'un payera, que quelqu'un payera, qui? L'enfant. Parce que moi, je me suis sacrifiée toute la vie, j'ai renoncé à ça. Et maintenant que tu as grandi, tu veux me laisser d'un côté et faire ta vie? Et non, mon cher, ce n'est pas comme ça. Hein? C'est ça ce qui arrive. Et cela arrive dans la complaisance de tout le monde. Alors nous voyons des gens qui ont 20 ans, 25, 30 ans, 40, 50, qui écrivent, téléphonent tous les jours à la mère, plusieurs fois par jour, en lui détaillant la journée. Ah, mais qu'est-ce que tu... où es-tu? Hein? Où es-tu? Peut-être que tu es en train de faire une conférence, par exemple. Non, tu ne peux pas messager avec ta mère, non? Mais où es-tu? Tu es disparu. Hein? Alors, mais vraiment, c'est... Et je ne parle pas de ma mère. Souvent, ma mère vient aux conférences en Italie et je dis « Voilà ma mère !» Parce que comme ça, on est... Bon, je parle aussi de ma mère, naturellement, mais j'ai une sorte de alibi. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que cette façon d'élever les enfants, qui est celle d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ennemi de la... Hein? Ennemi de la collectivité, parce que coupe les liens sociaux de l'enfant, et ennemi aussi de la subjectivité.
Parce que la subjectivité a comme fond une autonomie, un désir d'autonomie. Si je ne pousse pas dans mon enfant son désir d'autonomie, si je ne lui soutiens pas, c'est pas d'autonomie, bon, je suis ennemi de lui, enfin, de sa subjectivité. Et donc, étant donné que le plus maternel, c'est assez contagieux dans la société, c'est assez pervasif, voilà comment on détruit une architecture de l'humanité future. En élevant des gens qui sont élevés dans la dépendance. Alors, ils seront dépendants par les autres, par le copain, par la copine, par le mari, par le chef de bourreau, par exemple, non? Par les amis aussi. Et donc, c'est un problème. Hein? C'est un problème parce que la société se base sur la capacité des individus d'inventer une nouvelle forme d'association. Mais comment cet enfant-là peut inventer quelque chose de nouveau? On ne peut pas. Il réplique la dépendance dans chaque relation. Est-ce que tu peux Oui. un peu insister sur le plus maternel comme un évitement de la question de la féminité? C'était ça que tu n'as pas développé, tu l'as évoqué, mais... Alors, la question, c'est un peu difficile, mais on peut dire comme ça que être femme commence avec des perturbations qui le mal ne connaît pas, non? C'est-à-dire que une adolescente, par exemple, le corps d'une adolescente change complètement de forme. C'est pas seulement qu'elle accroisse, elle change complètement de forme. Les formes sont complètement différentes. Et donc, la féminité, c'est d'abord comme je peux me porter maintenant que j'ai quelque chose qui a un poids ici, ou comment me vêtir maintenant que j'ai des formes que je n'avais pas avant, comment interpréter les regards des autres, donc c'est quelque chose qui commence déjà avec quelque chose qui est inconfortable. En plus les règles, non? Et en plus, sur les règles, j'ai vu beaucoup de mères qui ne disent rien. Pourquoi elles ne disent rien? Pourquoi la règle, c'est un signal que la fille est devenue une femme. Alors, il passe sous silence. Mais aujourd'hui, pas 50 ans arrière, elle passe sous silence les règles. Et donc, la femme commence à être confortée avec son corps qui change. Elle ne sait pas quoi penser de ce corps. Mais change aussi les regards des autres, le regard du père. Le regard du père, très important pour une femme. Parce que le regard du père marque sa féminité. C'est le regard du père qui dit à une adolescente, voilà, tu es une femme. Tu n'es pas ma femme, mais tu es une femme. Donc ce n'est pas un regard prédatoire, naturellement, mais c'est un regard qui reconnaît que la femme est là, que de l'enfant est sortie une femme. Cela, c'est très important. Mais aujourd'hui, les pères, qui sont un peu à l'écart de la famille,
en Italie. Je ne sais pas en France comment ça se passe. Mais je pense, hein, parce que j'ai 2 livres traduits en France, donc peut-être que quelque chose, c'est pareil. Donc, le père qui est un peu à l'écart de la famille a du mal à trouver une forme où se rapprocher aux enfants, premièrement, et aux adolescents, surtout aux adolescents femmes. Parce que vraiment, il n'a pas trouvé la mesure. Hein, parce que, bon, il n'a pas trouvé la mesure dans l'enfance, et donc il a du mal à trouver la mesure maintenant dans l'adolescence où c'est encore plus difficile. Donc peut-être que ce regard du père vient à manquer. Et donc alors, où trouver la rassurance d'être une femme ? Alors il y a des moments qui peuvent être un peu perturbants. Alors il y a des femmes, par exemple, des jeunes femmes qui, je pense à quelqu'un que je connais, une patiente, qui, avec son amie à elle, notre jeune, notre adolescente, les deux allaient devant la caserne des militaires, à la sortie des militaires, habillées très légèrement, pour chercher ce regard-là, que naturellement ne trouvaient pas. Elles trouvaient des regards prédatoires, non ? Mais ne trouvaient pas de regard de valorisation sans il y a un mot, je ne me rappelle plus à ce moment-là. Donc, sans une emprise. Hein? Donc, ce sont beaucoup des étapes de la féminité qui sont ratées plus aujourd'hui qu'au passé. Et donc, c'est plus aujourd'hui que la femme est fragile. Et que la plurivalence de la femme, c'est un concept que je pose, que ça me vient de mon passé du féminisme des années 70, non ? J'étais très jeune, mais je fréquentais déjà. Par exemple, mon adolescence, c'est impensable aujourd'hui. Je me rappelle, à 13 ans, j'écoutais Ginsberg. Ginsberg, le poète américain, il était à Milan et il y avait une petite réunion étroite avec une vingtaine de jeunes et j'étais là. Mais pas parce que ma mère m'avait portée, pas parce que mon père m'avait portée, pas parce que ma tante, non, j'étais là parce que j'avais des liens avec mes amis. Et donc on est là. Alors moi, à 13 ans, j'ai entendu Bombe, la poésie de Ginsberg, récitée par Ginsberg dans un petit coin de Milan. Alors, ce n'est pas seulement qu'il s'est changé la société, c'est que je pouvais sortir. Je pouvais sortir de la maison et j'ai pu faire cette rencontre. Et comment j'ai fait à sortir à 13 ans le soir à Milan, qui était prohibé, parce que j'ai trahi, j'ai dit un mensonge. Mais c'est normal, il faut dire des mensonges aux parents. C'est le métier de l'adolescent. C'est son métier. Alors, je dis, bon, je vais dormir avec mon copine. Et elle a dit qu'elle était venue dormir. Alors, autrefois, les mères ne se téléphonaient pas comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est plus difficile, effectivement. Et donc, on est allé à faire cette expérience que moi, je me rappelle encore. C'était une expérience fondamentale.
C'était ma première sortie le soir à 13 ans, à voir un poète américain qui était dans ma ville, qui récitait son poème le plus fameux, un poème qui a été récité par tout le monde. Donc, vous pouvez penser à des choses comme ça, à des choses qui notre ado n'ont pas. Hein? Alors, pour revenir sur le thème de la féminité, parce que Oui, vas-y. Donc, par exemple, sortir le soir, s'habiller, avoir la voiture ou pas, se faire accompagner par une copine à la maison, un copain à la maison ou pas. Ce sont toutes des choses qui la femme doit affronter quand même. Et ce concept de la pluralité du féminin, qui vient de l'expérience du féminisme, c'est un concept qui, ça ne veut pas dire que la femme est plus que l'homme. Ça ne veut pas dire que la femme est plus douée. Ça veut dire que la femme est plus perturbée par des mouvements un peu contradictoires aussi qu'elle habite. Parce que, par exemple, le désir d'enfant, dit tout plat comme ça, cache absolument l'autre question de la femme qui est, bon, et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors, tout mon temps, c'est séquestré, je ne peux plus lire, je ne peux plus sortir avec les amis, je ne peux plus aller danser. Une femme me disait, dès qu'il est né, je ne peux plus me faire... Bon, en France, vous ne l'avez pas, hein, mais en Italie, on a, dans la salle de bain, on a le bidet. Je sais pas. Alors ici, il n'y a pas. Mais vous savez ce que c'est, oui, vraiment. Ok, une femme me disait, dès qu'il est né, j'ai plus le temps pour moi, même plus pour me faire le bidet. Non, c'est une exagération naturellement, mais non. Alors, être femme, ça veut dire poser à la mère qui est en nous des questions qui sont importantes, des questions qui sont fondamentales. Comment faire avec tout ce temps que je donne? Comment faire parce que tout ce temps que je donne soit vraiment une don et soit pas quelque chose que je prête, que je veux en arrière avec les intérêts. Ça sont les questions dont on ne parle jamais aux mères qui vont devenir mères. On parle seulement de la beauté, la grossesse, le moment de plein. Voilà, le plus maternel, c'est quand une femme ne s'aperçoit pas d'avoir accouché. Elle se vit comme tout le temps enceinte de son bébé, même quand le bébé a 30 ans. Elle se vit comme un. Alors, par exemple, vous pouvez imaginer ce qui arrive dans les couples. Hein? Les couples qui se séparent, beaucoup de femmes qui disent, mais écoutez, mon mari écoute seulement sa mère. En Italie, il y a, vous savez, nous avons le Vatican. Il y a un tribunal spécial pour faire des séparations ecclésiastiques. C'était le tribunal ecclésiastique, non? Pour avoir ce type de séparation et pouvoir se reposer dans l'église, non? Pour qui veut faire ce choix, le tribunal doit accepter qu'il n'y a pas la possibilité pour ce mariage de tenir. Alors, pensez-vous que cet tribunal ecclésial a donné son approbation à une femme en disant oui, ce mariage ne peut pas se tenir, ce n'est pas un vrai mariage, on peut annuler le mariage, c'est l'annulation du mariage. Annulation religieuse. On peut l'annuler. Pourquoi? Écoutez, parce que le mari
allait utiliser la salle des bains uniquement chez la mère. Il pouvait se laver, se prendre la douche et faire ses besoins seulement dans la salle des bains de la mère et pas de la couple. Donc cela, je l'ai lu comme un avancement du Vatican, hein, parce que c'est en pensée effectivement avancée. Donc ça veut dire que on tient compte que le corps parle. Le corps parle et ne peut pas mentir. Hein. Alors si un homme, il ne peut pas utiliser sa salle de bain dans sa famille, dans sa maison, bon, quelque chose ne marche pas. Hein. J'ai perdu le fil, d'accord. Donc, alors, la question de la femme, c'est toujours un peu en lutte avec la question de la mère, entre la femme même. Et c'est très difficile chercher de trouver, pas un équilibre, mais au moins un accord disharmonique, quand vous voulez, même en triton diabolique, mais qui fait de la musique un peu contemporaine, si vous voulez, mais qui fait un peu musique contemporaine, mais qui peut être acceptée. Hein. Mais cela, ça peut arriver quand la femme, la mère, ne se pense pas parfaite, méritable de médaille, hein, mais accepte ses propres manques. C'est une mère comme ci, comme ça. Hein. Être mère comme ci, comme ça, c'est bien. Être mère qui a des manques, être mère qui, quelquefois, la marre de ses enfants, hein, sans culpabilité. Les laisser un peu à sa propre sœur, à un babysitter. On fait travailler les jeunes. Hein. On les laisse. En plus, en Italie, il y a beaucoup de babysitters mâles qui sont pas mal. Oui, c'est vrai. Dans quel sens? Oui, non, qu'il fait bien la fonction de faire jouer les enfants. Hein? Ok. Ok. Et donc, bon, oui. C'était la question de l'articulation entre le féminin et le plus maternel. C'est-à-dire, il me semble que tout à l'heure, tu disais que le plus maternel pouvait à un moment donné venir aussi... On te sent pas. Oui, non, mais c'est à toi que je veux dire. Ah ben, il faut que les autres entendent. Non, mais tout à l'heure, tu avais amorcé quelque chose sur l'articulation entre le féminin et le plus maternel, et tu disais, me semble-t-il, qu'on pouvait se réfugier dans le plus maternel par difficulté que l'on pouvait rencontrer au niveau du féminin. Oui. Hein? Oui, parce que pour la féminité, il n'y a pas un modèle. Hein. Lacan le disait très bien, dans son langage un peu bizarre, je suis d'accord avec vous, un peu bizarre, mais si on passe le bizarrisme du langage, quand Lacan disait il n'y a pas une femme égale à l'autre, mais oui, c'est vrai que même il n'y a pas un homme égal à l'autre, hein, c'est vrai aussi, mais ça veut dire qu'il n'y a pas un modèle d'être femme. En plus, c'est pour un enfant, le père a pu être, dans certaines époques, un modèle d'être homme. À un moment donné, la mère ne pouvait pas donner le modèle d'être femme. Par exemple, dans les années 70, notre mère n'était pas un modèle à nous. Hein? Mais aujourd'hui non plus. Parce qu'une enfante, une jeune enfante m'a dit « Mais non, je ne veux pas grandir. » « Mais tu ne veux pas grandir ?»« Non, je ne veux pas grandir. » « Mais pourquoi tu ne veux pas grandir ? Tu ne veux pas grandir ?
parce que je ne veux pas devenir comme ma mère. Mhm. Ma mère n'a pas de temps pour soi. Elle ne l'a dit pas comme ça. Ma mère fait les courses. C'est une vie pas intéressante, non? Et donc c'est ça le problème. Le problème, c'est que dans le plus maternel, dans l'être à disposition de son propre bébé, on oublie la femme. La femme avec ses difficultés. Parce que s'il y a une modèle de mère, et chaque époque a ce modèle de mère, la nôtre, selon moi, c'est le modèle plus maternel, c'est vrai qu'il n'y a pas un modèle de femme. Et la mère, souvent, n'est pas le modèle pour la femme, pour une femme. Parce qu'une femme, la féminité, c'est un peu un puzzle, hein? C'est un peu une affaire de créativité, si vous voulez, non? C'est comme les artistes qui prennent des pièces différentes et ils montent différemment l'œuvre d'art. Donc, je prends un morceau de ma tante, un morceau de ma mère, un morceau de ma grand-mère, un morceau de la voisine. Oh, regarde la voisine, oh. Ah, elle s'amuse, la voisine. Petit morceau de la voisine. Non, c'est comme ça la féminité. C'est pas une fidélité, c'est une infidélité. Et donc, dans une femme, je veux pas dire que la femme c'est un peu schizophrène, naturellement, non? Mais c'est une harmonisation un peu dysharmonique de plusieurs instances. Hein? Je ne sais pas si j'ai répondu à ça. Oui, c'est bien. Et donc, pour revenir un peu à la question de la famille contemporaine, on peut dire qu'en général, ce que je vois, c'est que les parents veulent être toujours le soleil de midi pour les enfants. Hein? Ils n'acceptent pas d'être le soleil qui se couche. Hein? Ils ne veulent être pas mis à part. Ils veulent être importants dans la vie de ces enfants, même qu'ils sont déjà épousés, mariés. Ils n'acceptent pas que dans cette époque où il y a tous ces trucs-là pour se tenir en contact, ils n'acceptent pas que le fils, la fille, n'aille pas le temps ou n'aille pas la pensée de sa mère pour une journée entière, par exemple. On peut oublier la mère pour une journée entière. C'est ça, je pense. Non, on ne peut pas le faire. Hein? Parce que si je n'oublie pas mes parents, je ne peux pas être... C'est sur l'oubli des parents qui naissent l'individualité, l'autonomie, l'indépendance. Et ça, c'est un peu le problème. Je fais une citation de Shakespeare, je m'arrête comme ça. C'est que j'allais te dire. Oui. Shakespeare nous a laissé quoi? Non, il a dit, donc j'ai un cabinet à Vérone aussi, il nous a laissé Juliette et Roméo. Qu'est-ce que c'est Juliette et Roméo? C'est la tragédie de la fidélité, si vous y pensez. Hein? Alors, qu'est-ce que dit à Juliette, à Roméo? Renie ton père, refuse ton nom. C'est-à-dire trahis ta famille. Le dire comme ça, comme si la question c'est du père, c'est acceptable. Mais pouvez penser, renie ta mère, hein? C'est plus acceptable. C'est pas acceptable comme dire renie ton père. Parce que oui, on a déjà été confrontés à la mort du père et le père doit mourir, non? Mais on ne dit pas que même la mère va mourir. Oui, même la mère va mourir. Aujourd'hui, plus qu'avant. Bon, on fait un petit... hein? Merci. Ouais, je voulais proposer qu'on fasse une pause d'1 quart d'heure
pendant laquelle, parce que au départ, on avait prévu